À New York, nous avons rencontré l'un des plus proches et fidèles amis d'Aristide, l'acteur américain Danny Glover. To raise the minimum wage just slightly, which was Le président Aristide essayait d'augmenter légèrement le salaire minimum, d'apporter des services médicaux sur l'île qui disposent de services inadéquats, alors que c'est l'un des pays de la région les plus touchés par le HIV et le sida. C'est la moindre des choses à faire pour les gens si vous les considérez comme des êtres humains. À l'époque, les États-Unis avaient déjà investi des millions de dollars pour soutenir la campagne de Marc Bazin, un ancien de la Banque mondiale plus conforme aux intérêts américains. Mais cela ne suffira pas à empêcher le triomphe de Jean-Bertrand Aristide. Le 16 décembre 1990, il devient le premier président démocratiquement élu avec 67% des voix. Pour le peuple, l'espoir est devenu réalité. Et les riches commencent à trembler. Les États-Unis ont choisi leur candidat, Marc Bazin, pour se présenter au présidentiel. Voilà qu'apparaît un petit gars maigrichon qui parle des droits des ouvriers et de l'éducation du peuple haïtien. Et parce qu'il était capable de rallier la population à lui, Aristide a remporté les élections après seulement 3 mois de campagne, malgré un grand nombre de candidats. Ceux qui faisaient le travail de sape étaient des supporters de longue date de l'ancien régime haïtien, particulièrement de l'ancien régime militaire, mais aussi de certains membres de l'élite. Ils avaient également du soutien auprès du Congrès américain. Aristide représentait une menace pour eux parce qu'il était la voix des 85% des gens du pays que personne n'avait jamais écouté. Si une telle chose pouvait se passer en Haïti, elle pourrait également se passer en Colombie, elle s'est passée au Venezuela et elle pourrait se passer au Pérou et ainsi de suite. Et les États-Unis ne veulent pas de ce genre de démocratie populaire qui vont aller à l'encontre des intérêts économiques américains. En 1990, lorsque je suis devenu président, Haïti a connu ses premières élections démocratiques, libres et justes. 7 mois plus tard, un coup d'État s'est produit. En ce temps-là, Bush père était le président des États-Unis. Ses adversaires accusent le parti Lavalas d'avoir volé 8 sièges au Sénat. Cela tombe mal pour Aristide. Le coup d'État de 91 a été mené par l'armée haïtienne, dont certains cadres étaient formés par la CIA et à l'école d'infanterie de Fort Benning aux États-Unis. En 94, le président Clinton remet Aristide à son poste. Un Aristide profondément changé selon certains de ses proches et auquel il ne restait plus qu'1 an avant la fin de son mandat légitime. Comme la Constitution lui interdit de briguer un 2e mandat consécutif, c'est un de ses proches, René Préval, qui remporte les élections suivantes. Haïti vit enfin une transition pacifique. Mais en l'an 2000, Aristide revient en force et remporte les élections haut la main dans un contexte confus. En 2004, il va être renversé pour la 2e fois. En 2004, un kidnapping a eu lieu. Ils m'ont enlevé. Cela s'appelle également un coup d'État. Et Bush, fils, est le président. Certains éléments peuvent être associés d'une certaine manière afin de comprendre pourquoi cela s'est passé 2 fois. Je pense qu'ils ont voulu continuer ce qu'ils avaient commencé en 91 avec le premier coup d'État. Hold on for a second, please. President Aristide resigned. He has left his country. The Constitution of Haiti is working. Une fois de plus, le monde regarde Haïti sombrer dans la violence et le chaos. Mais cette fois, les circonstances entourant le départ du président Aristide demeurent controversées. Being straight
automatic gunfire, former military riding around in pickup trucks who apparently are not considering that the United States has put in place in Haiti tonight. Dans quelles conditions le président Aristide a-t-il quitté Haïti le matin du 29 février? On sait qu'il est parti dans un avion militaire américain et qu'il ne connaissait pas sa destination finale. Après plus de 20 heures de vol, l'avion a atterri en République centrafricaine, un pays avec lequel les États-Unis n'entretiennent aucun lien diplomatique. Un des conseillers d'Aristide raconte sa version des faits. Lorsqu'il a refusé de leur remettre sa lettre de démission, ils ont menacé de le faire descendre de l'avion et de l'abandonner seul à l'aéroport, sans aucune force de sécurité. C'était comme presser un revolver sur la tempe de quelqu'un. Ils ont utilisé l'intimidation, la coercition. Une fois qu'ils l'ont enlevé dans cet avion, ils ont refusé de lui dire où ils allaient. Ils refusaient même de le laisser regarder par les hublots. Les diplomates américains ont immédiatement nié la thèse de l'enlèvement. L'idée que quelqu'un ait été enlevé ne correspond absolument pas à tout ce que j'ai pu entendre ou voir, ou tout ce dont j'ai eu connaissance. Il n'a pas été enlevé. Nous ne l'avons pas physiquement forcé à monter dans l'avion. Il y est allé de lui-même, c'est la vérité. Aujourd'hui encore, l'administration américaine réfute la thèse du kidnapping. Suite à son incapacité à exploiter les opportunités au fil des ans, nous avons conclu qu'il n'allait probablement pas être capable de gouverner son pays. Mais au bout du compte, il a lui-même pris la décision de partir. Les États-Unis ont présenté une lettre de démission rédigée en créole par Jean-Bertrand Aristide. Toutefois, devant le scepticisme de certains députés, des auditions sont organisées à Washington en mars 2004. Le but est d'enquêter sur la crise haïtienne, mais aussi sur le rôle joué par les États-Unis dans le mystérieux départ d'Aristide. Parmi les témoins, il y avait Timothy Carney, l'ancien ambassadeur américain en Haïti, et Orlando Marville, sénateur de la Barbade, qui a supervisé les élections haïtiennes pour l'Organisation des États américains. Tous deux font aujourd'hui partie du Haiti Democracy Project, le plus puissant groupe de pression anti-Aristide à Washington. Permettez-moi de profiter de la présence des ambassadeurs qui se trouvent ici pour leur poser la question suivante. Lorsque l'expression « coup d'État » est utilisée en anglais, quelle est la signification américaine, la signification internationale de ce terme français, ambassadeur Carney? Je poserai également la question à l'ambassadeur Marville, mais puisque vous êtes tous deux des diplomates professionnels, que signifie cette expression? Un coup contre l'État, si vous voulez, c'est la prise du pouvoir par la force. Il existe d'innombrables manières de le faire. Il existe en fait un livre écrit au milieu des années 60 par Edward Luttwak. Ça me convient. Ambassadeur Marville. Je suis d'accord avec cette définition. C'est une prise de pouvoir par la force, mais c'est une vieille définition. Je pense qu'on se dirige vers plusieurs définitions. Prise de pouvoir par la subtilité, par la douceur, par la violence, etc. Partons d'un point de vue académique. D'après ce que le secrétaire Noriega a déclaré, qu'est-ce qui ne fait pas de cet événement un coup d'État tel que les ambassadeurs le définissent? Rebelle, force, peur, fuite. Lorsque nous avons rencontré les deux diplomates, ils ont à nouveau évité d'appeler coup d'État le départ de Jean-Bertrand Aristide. Pour vous donner une idée, Aristide avait une garde américaine et non pas haïtienne. Il a demandé aux gardes s'ils étaient prêts à se battre jusqu'au bout. Et ils ont répondu non. D'après ce que j'ai compris, il s'est rendu à l'ambassade américaine et a demandé s'il prévoyait de faire quelque chose. Et on lui a dit non. C'est le combat qui a lieu avec Chavez, c'était le combat avec Allende, c'était le combat avec Mandela en Jamaïque, et c'est le combat avec Aristide. Sauf qu'Haïti est un pays bien plus pauvre, où il est bien plus facile de renverser le gouvernement et d'organiser un coup d'État. Ces actes sont commis en vertu des idées de l'extrême droite qui contrôle actuellement le gouvernement des États-Unis et qui ne supporte pas l'idée qu'une démocratie populaire existe dans son voisinage direct.